Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une approche économique assez unique, on peut le dire, celle de l'Algérie face à sa dette extérieure. On va s'appuyer sur des éléments d'une analyse intéressante. Entrifad Oudin El Kharij El Jezairi, ou Stratégie Atoussiad, qui explore justement cette stratégie. L'objectif, essayer de comprendre pourquoi et comment l'Algérie a choisi de réduire sa dette extérieure de façon aussi marquée et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur sa volonté d'autonomie. C'est vrai que ça détonne un peu par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde où emprunter à l'international, c'est courant. Oui, tout à fait, et c'est une trajectoire assez singulière. On va découvrir comment une décision qui semble très économique, très technique, est en fait profondément liée à l'histoire récente du pays. Et à une volonté farouche dans l'occurrence. Exactement. C'est plus qu'une question de chiffres. Alors, commençons par le fait marquant, le chiffre qui ressort tout de suite. Cette baisse vraiment significative de la dette extérieure algérienne. On avait environ 4 milliards de dollars en 2019, c'est ça? Et là, on s'attend à être autour de 2,88 milliards fin 2024. C'est ça, les ordres de grandeur sont ceux-là. C'est une sacrée baisse quand même. Alors, est-ce que c'est juste un concours de circonstances ou est-ce qu'il y a une vraie politique derrière? Qu'est-ce qui explique ça? Ah non, ce n'est pas du tout un hasard. L'analyse le montre bien. C'est une stratégie délibérée, une politique assumée de souveraineté. Ça fait des années en fait que l'Algérie essaie activement de limiter son recours aux financements internationaux, que ce soit des prêts d'État à État ou via les grandes institutions. D'accord, donc une volonté politique claire. Absolument. Et ce qui permet ça, c'est surtout la capacité du pays à utiliser ses propres ressources. La source principale, évidemment, ce sont les revenus des hydrocarbures, le gaz, le pétrole. Ça donne à l'État les devises pour financer une grosse partie de son développement. Sans avoir besoin d'aide extérieure massive, en gros. Voilà, pour les infrastructures, les programmes sociaux. C'est un choix d'autofinancement rendu possible par cette rente, oui. D'accord, alors creusons un peu ça. Pourquoi cette méfiance vis-à-vis du financement international? Presque une allergie, on pourrait dire. Alors que pour beaucoup de pays, c'est un outil de développement normal. L'analyse parle beaucoup du poids de l'histoire là-dessus. Oui, et c'est absolument clé pour comprendre. L'analyse utilise même le terme de mémoire collective. Une mémoire très marquée par les années 1990. Il faut se souvenir que cette décennie, pour l'Algérie, ça a été un vrai choc. Une crise financière terrible, aggravée par la chute des prix du pétrole à l'époque. Et le résultat, c'est que l'État s'est retrouvé en difficulté pour rembourser ses dettes extérieures, une situation vraiment critique. D'accord, donc une crise de la dette majeure. Exactement. Et cette crise a obligé l'Algérie à négocier avec ses créanciers. Un rééchelonnement très difficile, notamment avec le Club de Paris. Le groupe des pays créanciers, oui. C'est ça. Et surtout, il a fallu accepter les conditions très dures imposées par les institutions financières internationales. On pense au FMI, bien sûr, et à la Banque mondiale. Les acteurs classiques dans ces situations. Tout à fait. Et ces conditions, ça s'est traduit par ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, les fameux PAS. Ah oui, les PAS, on s'en souvient. Enfin, on en entend beaucoup parler. Et derrière le terme technique, il y avait une réalité assez brutale. Austérité budgétaire, coupe dans les dépenses publiques, les dépenses sociales, des privatisations massives, des dévaluations, des mesures très impopulaires, avec un coût social énorme. Oui, j'imagine. Et surtout, ça a été vécu comme une humiliation, une perte de souveraineté évidente, l'impression que c'était Washington qui dictait la politique économique et sociale du pays. Je vois. Donc c'est bien plus profond qu'une simple question de gestion financière. C'est fou de voir à quel point ce passé, même s'il date un peu maintenant, influence encore la politique actuelle. Une sorte de cicatrice historique qui guide les choix. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est fascinant. Cette persistance de l'impact. Presque 30 ans après, ce souvenir reste le moteur principal. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de préserver l'autonomie de décision de l'Algérie. À tout prix. Éviter de se retrouver à nouveau dans une situation où des bailleurs de fonds pourraient utiliser l'argent comme levier pour imposer leurs conditions, influencer la politique intérieure. C'est une quête d'indépendance économique vue comme la base de l'indépendance politique réelle. Dans un monde où tout est lié financièrement, l'Algérie essaie de se ménager un espace de liberté en maîtrisant sa dette extérieure. C'est presque une doctrine, hein. Pas de dette, pas de contrainte. C'est très clair, ce lien avec l'histoire. Cette volonté de ne plus revenir dans les années 90, c'est vraiment la clé. Mais alors,
Est-ce que cette stratégie de forteresse, on va dire, elle n'a pas ses limites? Est-ce que c'est toujours la meilleure option de se priver de financement extérieur, même quand il pourrait être utile? L'analyse qu'on a consultée, elle semble dire qu'il y a débat là-dessus, non? Oui, et c'est une nuance importante que l'analyse apporte. Elle mentionne des économistes, des observateurs qui disent « Attention, peut-être qu'une approche un peu moins rigide serait possible. L'idée, ce n'est pas du tout de revenir à l'endettement massif d'avant, hein, personne ne veut ça. Non, bien sûr. Mais plutôt de se demander si un recours maîtrisé, sélectif, stratégique à des capitaux extérieurs ne pourrait pas être bénéfique dans certains cas précis. Pour faire quoi, par exemple? Ces analyses pensent surtout au potentiel pour accélérer la diversification de l'économie. C'est le grand défi pour l'Algérie, sortir de la dépendance aux hydrocarbures. On pourrait financer l'innovation, les énergies renouvelables, aider les PME, les start-up, des secteurs qui demandent beaucoup d'argent au début et parfois des technologies qu'on n'a pas forcément sur place. D'accord. Donc, utiliser des fonds extérieurs comme un levier ciblé. Voilà. L'idée, c'est que des prêts bien négociés, avec de bonnes conditions, et dirigés vers ces secteurs d'avenir pourraient créer ce qu'on appelle des effets multiplicateurs. C'est-à-dire qu'un euro emprunté et bien investi pourrait générer plus d'un euro d'activité, de richesse, d'emploi. Et peut-être attirer d'autres investissements étrangers dans la foulée. Donc, le paradoxe, si je comprends bien, c'est que cette volonté de protéger l'indépendance financière pourrait peut-être aussi freiner un peu les outils nécessaires pour construire l'économie de demain, celle d'après le pétrole. C'est tout à fait ça. C'est un équilibre délicat. Il y a une tension, oui. D'un côté, la volonté tout à fait légitime de ne plus être dépendant. De l'autre, le besoin urgent de moderniser, de diversifier. Et ça demande des capitaux. Peut-être plus que ce que les ressources nationales seules peuvent fournir, surtout si on veut aller vite. C'est un vrai dilemme. Où mettre le curseur entre la prudence et peut-être un excès de prudence qui freinerait le développement? Exactement. Le débat est là. Et si on revient aux chiffres précis de la dette, est-ce que l'analyse nous dit quel type de dette a le plus baissé? Ça pourrait être intéressant pour voir où l'effort a été mis. Oui. L'analyse donne des détails et c'est assez révélateur. Les données montrent que la baisse la plus forte, entre 2019 et fin 2024, c'est sur les prêts qu'on appelle multilatéraux, c'est-à-dire les dettes envers les grandes organisations financières internationales. Ah, d'accord. Les chiffres sont parlants, hein. On serait passé d'environ 1 milliard de dollars pour ces prêts en 2019 à une estimation autour de 718 millions fin 2024. C'est une baisse de presque 30% en quelques années. C'est beaucoup. Et c'est pas n'importe quelle catégorie de dette. Effectivement, c'est ciblé. Pourquoi cela en particulier? Parce que c'est justement les prêts qui viennent du FMI et de la Banque mondiale. Ah oui. Les institutions qui sont directement associées, dans la mémoire algérienne, au PASS et à la perte de souveraineté des années 90. D'accord. Le symbole est fort. Très fort. En remboursant prioritairement cette dette-là, l'Algérie envoie un message clair. On coupe les ponts, ou en tout cas on réduit au minimum, les liens financiers avec ces institutions. C'est une façon concrète de marquer cette volonté d'indépendance. L'analyse ne détaille pas autant pour les autres types de dettes, mais le focus sur le multilatéral montre bien la motivation profonde. C'est une confirmation assez nette du poids de cette histoire, oui. Alors, si on prend un peu de hauteur, maintenant, ça nous donne quelle image de l'Algérie aujourd'hui sur la scène économique mondiale? L'image qui ressort, c'est celle d'une position assez particulière, presque une exception. L'Algérie est décrite comme un des pays les moins endettés extérieurement au monde, par rapport à la taille de son économie. Et le point important, c'est que ce n'est pas vu comme une faiblesse. Assez instable et incertain. Face aux crises financières possibles, à la montée des taux d'intérêt, aux pressions politiques qui peuvent passer par la dette, cette prudence donne à l'Algérie une marge de manœuvre énorme. Une sorte de bouclier. Exactement. Ça la protège des chocs extérieurs et des conditions qu'on impose souvent avec les prêts internationaux. C'est une forme de résilience basée sur l'autonomie financière. Un luxe, en fait. Donc, si on essaye de résumer ce qu'on a exploré à partir de notre source, l'Algérie a réduit sa dette extérieure de façon très volontaire. C'est une stratégie ancrée dans l'histoire douloureuse des années 90 qui vise à garantir sa souveraineté. Mais ça pose la question de savoir si cette stratégie permet de financer suffisamment, avec les seules ressources internes, la diversification économique qui est pourtant cruciale pour l'avenir post-pétrole. C'est tout à fait ça. Le grand enseignement, je crois, c'est que la dette extérieure, ce n'est jamais juste une affaire de comptabilité. C'est profondément politique, idéologique, stratégique. Les choix d'un pays sur sa dette, ça dit beaucoup sur sa vision du monde, son histoire, son ambition de souveraineté.
Et l'Algérie nous montre de façon assez frappante comment on peut utiliser la gestion de la dette comme un outil d'affirmation nationale. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être une question pour aller plus loin. Cette stratégie d'indépendance financière, elle est protectrice, on comprend pourquoi, vu l'histoire, mais pour l'avenir, comment concilier durablement cette quête de souveraineté absolue, ce refus quasi systématique de la dette extérieure, avec le besoin vital d'investir massivement dans de nouveaux secteurs, surtout si les revenus du pétrole et du gaz, qui financent tout ça aujourd'hui, se mettent à baisser ou à devenir plus imprévisibles. C'est la grande question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette armure financière devienne un jour un frein au développement futur? C'est sans doute le dilemme majeur pour l'Algérie dans les années à venir. Une question qui reste ouverte.